Merci Xavier, merci à la rédaction exercée de cette invitation. Après toutes ces données, comment les partager avec nos patients pour prendre une décision? On va discuter un petit peu de ça. Je vous présente mes liens d'intérêt. Comme l'a dit Xavier, c'est le projet Décide que je vous présente aujourd'hui pour décision partagée en santé, et c'était mon projet de thèse de science. Donc j'ai un fort lien d'intérêt avec ce que je vous présente. Et tout le projet Décide a été financé par l'appel à projet Respire, la première vague en 2021. Et j'ai été fortement soutenue par mon unité de recherche ACCEPT, accompagnement pluriprofessionnel patient, et mon département de médecine générale de Clermont-Ferrand. La décision partagée, il y a de nombreuses définitions depuis maintenant un peu plus d'une trentaine d'années, mais si on se met d'accord sur quelque chose, c'est la même. Ça se calque sur la définition de l'evidence-based medicine que vous a présenté Xavier au tout début. C'est combiner les valeurs et préférences du patient avec notre expertise clinique en se basant sur un échange sur les données de la science. Il y a eu une production sur ce concept de nombreux outils d'aide à la décision qui peuvent prendre plein de formes que j'ai essayé d'illustrer ici depuis, pareil, ces 30 dernières années. Et donc, c'est des outils qui mènent à présenter les données pour que le patient puisse acquérir les connaissances qui vont permettre de discuter de ces données, mais aussi de pouvoir questionner le patient sur ses valeurs par rapport à la décision à prendre, voir s'il y a un soutien et puis quelle certitude il a dans cette décision à prendre. Donc, c'est tout un concept, la décision partagée. La conception de Décide et l'évaluation actuelle qu'on en a, elle s'est ciblée sur la décision à propos des médicaments à prescription médicale facultative. Il fallait prendre un angle d'attaque. On a commencé par ça. Ce sont des médicaments qui peuvent être prescrits par nous les médecins et qui vont donner lieu à un remboursement au moment de la dispensation, mais qui peuvent être aussi dispensés sans ordonnance à la charge du patient. Et c'est des médicaments qui sont très souvent pris à visée symptomatique. Mais qu'est-ce que c'est que ces médicaments à prescription médicale facultative? Paracétamol, fluoroglucinol, etc. En fait, on les a tous les jours en demande. Plus de 50% des produits vendus en premier recours sans ordonnance en pharmacie sont des médicaments à prescription médicale facultative. Et si on prend les chiffres de vente sans ordonnance, c'est plus de 2 milliards d'euros de vente en pharmacie en 2023, sachant que pour les médicaments à prescription médicale facultative, dans tout ce qui est dispensé en pharmacie, 65% sont sur ordonnance. Donc je vous laisse imaginer le volume que ça représente en tout. Quand on lit dans la littérature dans Thérapie en 2021 que moins de 12% des médicaments ont prouvé leur efficacité avec un haut niveau de preuve sur des critères importants pour les patients, on se dit que c'est peut-être intéressant d'aller discuter cette balance bénéfice-risque avec les patients sur cette incertitude. Et donc, ça en fait un sujet pertinent pour faire de la décision partagée. Décider de prendre ou de ne pas prendre dans cette visée symptomatique le médicament, d'opter peut-être pour une alternative médicamenteuse ou non, y compris l'option de ne rien prendre. Si vous voulez regarder les outils Décide sur votre téléphone, vous pouvez flasher le code. Donc, Décide pour décision partagée en santé, c'est un outil pour pratiquer la décision partagée. Et les données présentées sont donc issues des revues REB. Si vous n'avez pas eu le temps de flasher, c'est pas grave, je vous en montre un ici pour ce soir. Donc là, c'est les 3 exemples sur lesquels on a travaillé pour le développement de Décide. Et donc vous voyez qu'il y a une partie pour identifier de quelle molécule on est en train de parler, à propos de quels symptômes, dans quelle situation clinique particulière. Et on présente les effets attendus, les bénéfices, avec les chiffres qui sont retrouvés issus des REB, mais aussi le niveau de preuve qui y sont associés. Et donc on présente les effets indésirables, comme je disais tout à l'heure, il fallait bien présenter les risques pour pouvoir discuter à partir des données de pharmacovigilance, de la base de données publiques des médicaments. Ça permettait de présenter des fréquences, il y a des chiffres, donc ça permet de comparer des chiffres avec des chiffres. On a évidemment les sources, et puis c'est pas uniquement un document d'information, c'est bien un outil de la décision. Donc le but, c'est d'inciter aussi le patient à entourer, souligner, discuter de qu'est-ce qui était important pour lui. Lui, il en attendait quoi, et de comparer ses valeurs et préférences avec nous, ce qu'on présente dans les effets attendus. Voilà, et donc on va lui poser la question, est-ce que vous voulez le prendre, pas le prendre, est-ce qu'on discute d'autres choses ?
Donc, je fais un focus aujourd'hui sur cette invitation sur l'article qui est paru en juin et qui était une étude qualitative sur l'effet d'utiliser DECIDE dans la relation entre le patient et le professionnel de santé. C'est une étude c'est une étude ancillaire en fait qui a eu lieu pendant la conception de l'outil. Comme on est parti des médicaments à prescription médicale facultative, on était dans une étude multiprofessionnelle avec les médecins généralistes qui sont les prescripteurs et les pharmaciens qui dispensent et qui sont aussi confrontés aux demandes de médicaments. On a construit DECIDE dans une démarche interprofessionnelle et sur une approche centrée patient et centrée utilisateur. Donc il y a eu des tests utilisateurs dans lesquels il y a 2 médecins généralistes et 2 pharmaciens d'officine qui ont fait des consultations simulées à partir de scénarios et qui ont utilisé l'outil. C'était des consultations qui étaient observées par des psychologues et on avait fait une analyse en fait pour améliorer notre outil. Mais on a utilisé ces entretiens pour les analyser sous une autre forme en se posant la question de quel effet ça a sur la relation. Et donc l'étude ancillaire, c'était une analyse phénoménologique de ces entretiens qui étaient enregistrés, phénoménologique interprétative, qui a été faite par 2 psychologues cliniciennes et 2 médecins généralistes. Donc il y avait un psychologue et un médecin qui analysaient chaque cycle. Il y a eu 2 cycles de tests. Et on a mis ensemble, chaque groupe triangulait les données de l'autre groupe. Et donc on explorait les expériences ressenties des utilisateurs sur l'effet d'utilisation de DECIDE sur la relation. Donc on a interrogé les patients, qu'est-ce que ça faisait dans leur relation avec leurs professionnels de santé, les pharmaciens et les médecins. Donc en tout, ça a fait 24 entretiens sur les 2 cycles. On avait autant d'hommes que de femmes parmi les professionnels de santé. Voilà, vous avez à peu près la répartition. On est arrivé à 41 thèmes subordonnés sur ces 24 entretiens. Je vous ai épargné le tableau qui est complet dans l'article. Mais voici les 7 thèmes et la représentation de l'effet de DECIDE sur la décision. Ce partage, bien que ça ne paraisse pas toujours évident quand on dit on va proposer aux patients une décision partagée sur prendre ou pas ce médicament, en fait c'est une attente des patients. Et l'outil DECIDE, il avait une place dans l'échange. C'était pas quelque chose qu'on donnait avec lequel il repartait, c'était pas non plus quelque chose qui pouvait cristalliser sur les données, c'était vraiment une place dans l'échange et ça permettait en fait de nourrir l'échange. Ça permettait aussi d'équilibrer l'échange d'informations. Le patient avait l'impression d'être mis au niveau du professionnel dans la décision. Et ça mettait le patient au centre de la décision. Ça induisait forcément de nouvelles postures relationnelles. Ça peut bousculer un petit peu nos pratiques et le paradigme de la consultation où on prescrit, où on dispense. Voilà. Là, on était dans la décision partagée. Donc ça a fait émerger des nouvelles problématiques. Pour quel patient je peux proposer une telle démarche? Quid de ma subjectivité à moi de professionnel? Peut-être qu'il y a des médicaments avec lesquels je ne suis pas en accord ou au contraire, dans lesquels je crois fortement. Voilà. Et puis la contrainte de temps, à qui je propose et comment, quand, où est-ce que je trouve le temps de le faire? Mais tous étaient unanimes, patients, pharmaciens et médecins, sur le fait que ça renforçait l'alliance thérapeutique et que voilà, c'est sur la durée que cette décision se construit aussi. En discussion, on a cherché à être le plus rigoureux possible dans notre démarche d'analyse qualitative. On a suivi les recommandations correctes. On a fait une analyse individuelle des entretiens par des investigateurs de 2 professions. Donc c'était à la fois l'étude, les sujets, il y avait plusieurs professions, pharmaciens, médecins. Et dans l'analyse, on était 2 professions. Donc c'était très riche dans les échanges de l'analyse aussi. C'est des entretiens qui sont dans des consultations simulées, observées. Donc on peut se poser un peu la question de est-ce que vraiment on peut en tirer des conclusions sur la vie réelle. Il y a peut-être un effet Hawthorne. Les comportements ont pu être un peu perturbés par cette observation. Et puis il y avait un biais de sélection, j'ai marqué potentiel, mais même certain, puisque les médecins et les pharmaciens avaient proposé de tester l'outil avec des patients de leur propre... qui sont dans leur suivi, leurs patients habituels. À la fois, ça reproduisait les conditions de vie réelles. On va faire de la décision partagée avec nos patients. Mais ils avaient probablement quand même choisi des patients qui étaient intéressés par la démarche. Ce renforcement de l'alliance thérapeutique, particulièrement chez les pharmaciens, c'est cohérent avec l'évolution de leur profession.
Et on le retrouve dans les publications de leur ordre national en 2018 et dans des publications sur l'implication des pharmaciens dans l'approche centrée patient. Et cette approche centrée patient, elle pourrait mener à une meilleure utilisation du recours aux soins, ici du médicament, et peut-être à un moindre coût pour la communauté. C'est une hypothèse qu'on peut faire pour la suite du projet, même si ce n'est pas le but ultime d'une décision partagée. Mais on peut imaginer un usage plus raisonné des ressources de soins. En perspective, ça c'était un peu dans le passé. Le présent, c'est que le DECIDE, on l'a aussi évalué sur un plan quantitatif sur le conflit décisionnel. Donc, j'ai présenté tout à l'heure, mais on espère que ces données seront bientôt publiées. Donc, il y a 200 patients qui ont utilisé en vie réelle, en région Aura, l'outil DECIDE avec leur médecin généraliste et leur pharmacien d'officine. Et on a une démonstration que le conflit décisionnel était moins élevé chez les patients qui utilisaient DECIDE avec leurs professionnels de santé. Donc, c'était plutôt encourageant. A priori, on va dans le bon sens. Les défis, implémenter le site internet DECIDE qui est déjà en ligne mais qui n'est pas complet. Vous pouvez retrouver les 3 fiches exemples, elles sont en ligne. Voilà, avec Rémi, on travaille fort, mais c'est en plus du reste. Voilà, à implémenter le site, il y aura comment on utilise DECIDE en consultation, quels sont les niveaux de preuve, comment on les explique à nos patients. Et puis, au fur et à mesure qu'on produit des données avec REB 1, REB 2, les fiches correspondantes. Merci beaucoup à Exercer pour cette invitation et pour votre attention. Et pour ceux qui ont envie de tester les outils et d'autres outils des collègues d'autres DMG, je vous invite à l'atelier de vendredi matin à 11h10 pour pratiquer la décision. Partagez. Je réfléchissais sur son étude et je me disais que ça serait hyper intéressant de le faire sous l'insomnie. Je pense que c'est pas tout à fait. Je pense que c'est différent à concevoir en tout cas. Mais est-ce que vous avez pensé donc à d'autres médicaments, justement comment utiliser parce que d'accord, ok, dans des médicaments, donc sans ordonnance, des résultats, mais est-ce que vous avez pensé à d'autres médicaments ? Oui, complètement. L'idée de REB DECIDE, c'est de se développer aussi sur d'autres médicaments, sur des pathologies particulières, etc. C'était une voie de développement, puis ça nous permettait aussi d'aller voir ce qui se passait avec d'autres professions, le lien interprofessionnel avec les pharmaciens. Donc ces médicaments à prescription médicale facultative, ça permettait ça. Mais on voit bien dans tout ce que vous avez présenté et sur tous tes résultats, quand ça reste incertain, parce que pour le moment, on n'a pas de preuves. C'est quand même intéressant d'aller discuter ça et d'aller présenter ça honnêtement à nos patients. Voilà, en fait, il n'y a pas de preuves. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais c'est là quand on cherche. On n'a pas de preuves. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le prendre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le prescrire, comme tu le précisais. Mais par contre, si on le prescrit, on va le prescrire avec cette dimension éthique. Le patient, il sait ce qu'il peut attendre, ou il sait qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va attendre du médicament. Il va faire son test à lui, mais il a pris sa décision en fonction de ses valeurs, avec ton expertise clinique. Et je pense que je suis assez d'accord avec ce qui est sorti. C'était pas mon a priori, mais voilà, ça renforce l'alliance thérapeutique. Et donc peut-être qu'on aura moins de mal à lui faire arrêter, etc. Si à un moment on doit arrêter le médicament. C'est vraiment dans notre relation avec le patient, je pense que ça a un intérêt, quel que soit le médicament. Merci. Je voulais juste faire une petite phrase de conclusion avant de finir la plénière. Moi, en remplissant le site REB, je m'aperçois qu'il y a 80%, effectivement, 90% des médicaments qui n'ont pas le niveau de preuve suffisant. Je crois que ça interroge le rôle du médecin. En fait, on est vraiment... parce qu'on est les seuls prescripteurs, donc en fait, notre arme thérapeutique, je dis arme, notre moyen thérapeutique, c'est le médicament, et en fait, il y a quelque part probablement un peu d'abus dans des fausses croyances, d'idée que les médicaments résolvent tous les problèmes. On a vraiment une formation en thérapeutique qui est basée que sur la pharmacologie, vous voyez. Donc REB dit simplement qu'il n'y a pas de données probantes, et quand vous prescrivez un médicament, il y a des risques. Donc l'idée, c'est que l'absence de preuve est une preuve d'absence.
D'habitude, on entend absence de preuve, ce n'est pas une preuve d'absence, mais dans REB, l'absence de preuve est une preuve d'absence. Il n'y a pas la démonstration, la charge de la preuve, elle est liée à l'industriel, à ceux qui font les études pour que le médicament valide des critères pour protéger les patients. Derrière, il y a des patients qui prennent ces traitements. Et en fait, on ne propose pas tous les traitements du monde aux patients, on leur propose que ce qui est validé avec un bénéfice-risque favorable. Donc c'est plutôt un appel à l'humilité dans la prescription. Si on veut respecter les critères scientifiques, si on se réclame d'une médecine fondée sur les preuves, eh bien on sera beaucoup plus sobre dans la prescription de médicaments. Voilà mon message principal. Merci beaucoup pour la conclusion, Rémi. On peut applaudir sobriété, humilité, c'est plutôt... Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Souvent, à la fin de la plénière, on invite toute l'équipe de rédaction sur scène et je leur ai fait signe de monter, mais je ne sais pas, ils font les timides ce soir. J'en profite pour remercier vraiment beaucoup tous les auteurs qui nous soumettent leurs papiers, leur dire que quand on les refuse, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on ne peut pas accepter tous les papiers. Voilà. Remercier tous les relecteurs qui font un énorme travail. Je ne sais pas si vous avez vu la rigueur des travaux présentés ici et la progression des travaux présentés ici, mais c'est grâce aux relecteurs, sinon ils n'y seraient pas. Et bien sûr, toute l'équipe, dont Jean-Pierre Lebeau, qui est le rédacteur en chef, qui vous prie de l'excuser, il est en jury de doctorat, mais il sera là à la soirée de ce soir, par contre. Voilà. Ça, c'est évident. Donc, peut-être juste un petit point pour la suite. On travaille, toute l'équipe, à l'ouverture d'une deuxième revue en... je voulais dire le mot en français, mais ça fait rien, en open access, c'est-à-dire gratuite, à la fois pour ceux qui soumettent et pour ceux qui la lisent, et hébergée par le CNRS. Ça a pris plus de temps, je pensais vous la présenter aujourd'hui, mais on a des difficultés à trouver des évaluateurs qui n'aient pas de lien d'intérêt avec exercer. C'est vrai que l'entièreté des universitaires publient dans la revue, donc comment se faire évaluer? On est allé chercher ailleurs. Si notre consoeur canadienne a envie de nous évaluer, on peut discuter à la fin. Parce que le CNRS cherche encore des évaluateurs. Donc merci beaucoup. Et puis, testez la décision partagée, testez la révision. N'ayez pas peur. Ok, la metformine, on n'est pas sûr, ok, mais testez, vous verrez, les patients le prennent bien. Ce sera ma conclusion.